Pendant des décennies, les hauts dirigeants du Troisième Reich ont été présentés comme des symboles de pouvoir, de stratégie et de violence. Leurs discours, leurs décisions politiques, leurs crimes ont été analysés. Mais une partie de leur vie a été cachée ou édulcorée. On n'en parlait ni dans les procès ni dans les livres d'histoire. Et ce n'était pas parce que cela n'avait pas d'importance, mais parce que cela dérangeait. Derrière chaque uniforme se cachait une vie privée où le désir, l'abus, la répression et le contrôle étaient aussi des protagonistes. Ce n'étaient pas des détails insignifiants. Leurs relations, leurs obsessions et leurs pratiques sexuelles en disaient long sur leur conception du pouvoir. Certains cherchaient à dominer depuis le lit. D'autres avaient besoin de dissimuler ce qu'ils étaient. D'autres encore utilisaient le sexe comme punition ou comme récompense. Ils n'étaient pas tous pareils, mais aucun n'était indifférent. Que cachèrent vraiment les dirigeants nazis lorsque les micros s'éteignaient et que les portes se refermaient? Hitler jeune, répression, isolement et désir nié. Depuis son adolescence, Hitler disait qu'il voulait devenir artiste. Rien à voir avec des emplois de bureau ou des tâches ennuyeuses. Mais entre 16 et 25 ans, il ne fit pas grand-chose. Il passait son temps aéré sans but, comme s'il cherchait quoi faire de sa vie. On ne sait pas tout de cette période, mais certains faits sont clairs. En juin 1905, sa mère, veuve depuis 1903, vendit la maison familiale à Leonding. Elle déménagea avec ses 2 enfants, Adolf et Paula, ainsi que sa sœur Johanna, au 31 de la rue Humboldtstrasse à Linz. Adolf avait 16 ans et allait encore à l'école à Steyr, à environ 80 km. En semaine, il y restait. Il termina l'année scolaire avec de mauvaises notes et sans aucun diplôme. Il quitta l'école la même année. Ensuite, sans étudier ni travailler, il passait ses journées à dessiner et à peindre. À cette époque, il fit la connaissance d'August Kubizek, un autre jeune homme aux idées similaires. Ils devinrent inséparables. Parfois, ils passaient des heures à parler d'opéra et d'art. Ils vécurent ensemble un temps dans une pension à Vienne. Ils partageaient une chambre et une routine. Kubizek racontait qu'Hitler était intense, presque obsessionnel. Il n'aimait pas le partager avec d'autres amis. Cela le dérangeait si Kubizek sortait seul ou parlait à quelqu'un d'autre. Pendant une période, ils allaient tous les jours au théâtre et discutaient chaque détail de ce qu'ils voyaient. Hitler rêvait de devenir metteur en scène d'opéra. Il inventait même des mises en scène. Parfois, il disait que les autres ne comprenaient pas son talent. Il se repliait sur lui-même. Il lisait beaucoup, écrivait des scènes et critiquait tout ce qui ne correspondait pas à sa vision. Kubizek se souvenait de la façon dont Hitler s'énervait si quelque chose ne se passait pas comme il le voulait. Lorsque la mère d'Hitler tomba malade en 1907, il rentra à la maison. Elle mourut en décembre de cette année-là. Il en fut affecté, mais ne renonça pas à ses projets. En janvier 1908, il partit à Vienne pour tenter d'entrer à l'Académie des Beaux-Arts. Il échoua à l'examen. Il ne fut pas admis. Mais il ne renonça pas. Il resta à Vienne et vécut avec l'argent qui lui restait. Parfois, il demandait de l'aide à sa tante ou à sa sœur. Durant ces années, il vécut dans des logements partagés avec des hommes de différents âges. Certains témoignages disaient que les relations entre eux étaient très proches. Ils mangeaient ensemble, se promenaient, partageaient un lit quand il n'y avait pas assez de place. Il évitait les contacts avec les femmes, sauf ceux strictement nécessaires. Il n'avait ni petit ami, ni cercle féminin. Il passait ses journées à peindre des cartes postales et des tableaux qu'il vendait aux touristes ou laissait dans des boutiques. Il arpentait Vienne, fréquentait les bibliothèques et restait obsédé par les sujets culturels. Il avait une routine très stricte. Il prenait son petit déjeuner, peignait, sortait se promener, dînait seul. Il ne recherchait pas de relations sociales. Il rejetait tout ce qu'il considérait comme vulgaire ou sans style. Si quelqu'un le dérangeait, il explosait. Il ne supportait pas les critiques. En 1910, il s'installa dans un foyer pour hommes, la Meldemannstrasse. Il y vécut plusieurs années avec des hommes sans famille ni argent. Il n'avait pas d'emploi stable. Parfois il vendait quelque chose, parfois rien. Il lisait les journaux, écrivait des pamphlets et continuait à dessiner. Il partageait la salle à manger, les bains et les lits avec d'autres.
Personne ne le connaissait vraiment, mais tous savaient qu'il se mêlait de tout et voulait toujours imposer son opinion. À cette époque, on ne lui connaissait ni relations amoureuses, ni femmes proches. Tout son entourage était masculin. Quand un voisin abordait des sujets personnels, il restait à l'écart. Il ne parlait que de politique, d'art ou de livres. On ne le voyait jamais dans des cafés avec des femmes, ni en rendez-vous. Il sortait toujours seul ou avec un autre pensionnaire. Plus tard, lorsqu'il devint célèbre, certains anciens connaissances racontèrent qu'Hitler ne semblait pas intéressé par le sexe. On ne savait pas si c'était par choix ou à cause d'un problème personnel. Mais ce qui est certain, c'est qu'il évitait tout contact intime. Il préférait le contrôle et la distance. Cette attitude se maintint pendant des années. En 1913, il déménagea à Munich. Il disait que c'était pour des raisons artistiques, mais aussi parce qu'il ne pouvait plus payer sa vie à Vienne. Il emporta tout ce qu'il possédait dans quelques valises. Là, une nouvelle étape commença, elle aussi marquée par la même routine. Isolement, art, hommes autour de lui et peu de contact avec le monde réel. Ainsi fut sa jeunesse. Un mélange de repli, d'idées rigides, de rejet de tout ce qu'il ne contrôlait pas, et une vie entourée uniquement d'hommes. Il n'eut ni partenaire, ni emploi stable, ni vie sociale normale. Tout tournait autour de ses obsessions, l'art, la culture et sa propre vision de ce que devait être le monde. Gélie Raubal, la nièce prisonnière de Hitler. Quand Gélie Raubal entra dans la vie de Hitler, il était déjà une figure publique en pleine ascension. Gélie était la fille de sa demi-sœur Angela, et elle emménagea avec sa mère dans l'appartement de Hitler à Munich à la fin des années 20. Elle avait un peu plus de 20 ans, étudiait le chant et était vue comme une jeune fille joyeuse, avec du caractère et sans peur de répondre. Dès le début, Hitler devint obsédé par elle. La cohabitation avec Gélie fut contrôlante dès le premier jour. Bien qu'il fût officiellement son oncle, il se comportait comme s'il était son compagnon. Il lui imposait des règles strictes. Elle ne pouvait pas sortir seule, ne pouvait pas voir d'autres hommes, et devait lui dire tout ce qu'elle faisait. Il lisait ses lettres, fouillait ses affaires, et décidait avec qui elle pouvait parler. Si quelque chose ne lui plaisait pas, il explosait. Il criait, claquait les portes, et menaçait de mettre tout le monde dehors. Gélie, qui au début supportait la situation, commença à se sentir étouffée. Elle voulait sortir, aller à des fêtes, rencontrer des gens, mais Hitler la tenait enfermée. Il engagea même des gardes du corps pour la suivre. Il disait que c'était pour sa sécurité, mais en réalité, c'était pour la surveiller. Plusieurs fois, elle se plaignit à sa mère, mais Angela ne fit pas grand-chose. Elle savait que la maison, l'argent et le confort dépendaient de l'humeur de Hitler. Les disputes entre eux étaient constantes. Gélie criait, il répondait en criant encore plus fort. Les voisins entendaient de violentes altercations. Certains amis proches racontaient qu'elle déchirait ses lettres, jetait des objets, lui exigeait de la laisser libre. Il ne le supportait pas. L'idée que Gélie parte avec un autre le rendait fou. Une fois, il tenta même de lui interdire de prendre des cours avec un professeur de musique par jalousie. Gélie alla jusqu'à écrire à des amis pour dire qu'elle n'en pouvait plus. Elle disait vivre comme une prisonnière. Elle n'avait pas d'amis proches parce qu'il ne le permettait pas. Quand elle recevait du courrier, Hitler l'ouvrait avant. Si un homme s'approchait, il le menaçait. Personne n'osait l'inviter à sortir. L'ambiance était étouffante. Malgré ce contrôle, Gélie essayait de se rebeller. Une fois, elle voulut partir à Vienne. Elle prépara ses valises et le lui annonça. Il l'enferma dans l'appartement. Il ne la laissa pas sortir. Quand elle insista, il lui dit que si elle partait, elle ne le reverrait plus jamais. Il était clair que ce n'était pas une relation normale. C'était une dépendance pure et dure. Personne ne pouvait intervenir. Hitler avait du pouvoir et l'utilisait pour la garder près de lui. En septembre 1931, la situation atteignit un point de non-retour. Après une énième violente dispute, Gélie fut retrouvée morte dans sa chambre d'une balle dans la poitrine. L'arme appartenait à Hitler. La version officielle fut celle du suicide, mais il n'y eut jamais d'enquête claire. La police classa rapidement l'affaire. Il avait des contacts et de l'argent. Quelques jours plus tard, l'appartement fut nettoyé et fermé. Le corps de Gélie fut transporté à Vienne pour l'enterrement. Hitler ne se rendit pas aux funérailles. Il s'enferma pendant des jours. Il disait être dévasté. Certains disent qu'il pleurait sans cesse, d'autres qu'il ne parlait à personne.
Dès lors, il plaça une photo de Geli dans sa maison, dans son bureau, et même dans sa chambre. Il disait que c'était l'amour de sa vie. Avec le temps, les rumeurs commencèrent à circuler. Certains disaient que leur relation n'était pas seulement celle d'un oncle et d'une nièce. D'autres parlèrent de pratiques sexuelles étranges, de jeux violents, de scènes dérangeantes. Rien ne fut jamais prouvé, mais les commentaires circulaient à Vienne et à Munich. Hitler ne reparla jamais du sujet en public. Si quelqu'un le mentionnait, il était écarté du cercle. Après la mort de Geli, Hitler changea de comportement. Il devint plus froid, plus fermé. Il disait qu'il n'aimerait plus jamais personne. En réalité, il n'eut plus jamais de relation ouverte. Il commença à apparaître en public avec Eva Braun, mais la gardait à distance. Rien à voir avec l'obsession qu'il avait pour Geli. Avec Eva, tout était calculé. Avec Geli, c'était viscéral. Certains membres du parti savaient ce qui s'était passé, mais personne n'en parlait. Le sujet était intouchable. Lorsqu'un journaliste tenta d'écrire sur l'affaire, on le fit taire. D'autres essayèrent d'enquêter, mais se heurtèrent à des portes closes. Hitler se chargea d'effacer toute trace compromettante. Des années plus tard, certains témoignages refirent surface. Des voisins qui entendèrent les disputes, des employés qui voyaient la surveillance, des amis qui connaissaient l'enfermement. Tous s'accordaient sur un point. Geli ne vivait pas comme une nièce, mais comme une femme contrôlée jusqu'à l'extrême. On ne lui connut jamais de petite amie. Elle n'eut jamais de vie à elle. Tout tournait autour de lui. L'affaire Geli-Robal resta une ombre permanente. On n'en reparla plus officiellement, mais elle continua de circuler parmi ceux qui connaissèrent bien Hitler. Pour beaucoup, ce fut sa seule véritable relation, bien qu'elle fût pleine de contrôle, de jalousie et de tension. Une histoire qui se termina par un coup de feu et qui ne put jamais être racontée complètement. Eva Braun, l'épouse invisible du Führer. Lorsque Eva Braun entre dans la vie de Hitler, elle était une jeune fille qui travaillait dans un magasin de photographie. Rien de spécial dans son entourage. Sa famille était ordinaire, de classe moyenne, sans connexion politique. Il la rencontra par l'intermédiaire de Heinrich Hoffmann, son photographe attitré. Au début, Eva se contentait d'aider au laboratoire et de tenir le comptoir. Hitler la vit plusieurs fois avant de lui prêter attention. Elle était discrète, obéissante et toujours disponible. Cela lui plut. Elle ne le remettait pas en question, n'exigeait rien. Bientôt, il commença à l'inviter à des événements privés. L'idée d'être avec quelqu'un d'important la fascinait. Il se montrait charmant, mais tout était décidé par lui. Ce ne fut jamais une relation de couple traditionnelle. C'était plutôt un accord où il commandait et elle suivait. Avec le temps, Eva abandonna sa vie d'avant. Hitler la tenait à l'écart du reste. Il lui offrait des cadeaux, des vêtements, des bijoux, mais ne lui laissait aucune liberté. Elle ne pouvait pas sortir seule ni avoir d'amis proches. Chaque geste était surveillé. Elle vivait dans un entre-deux, ni épouse, ni figure officielle, mais pas totalement en dehors du cercle. Tout était secret, contrôlé, dirigé par lui. Quand Hitler voyageait, elle restait à attendre dans une maison qu'il lui assignait. Elle ne pouvait pas l'accompagner à des événements publics. Elle n'apparaissait que lorsqu'il n'y avait pas de caméra. Si quelqu'un du parti demandait après elle, il l'ignorait. Eva connaissait sa place. Rester dans l'ombre, sourire, ne pas parler. À plusieurs reprises, elle se sentit mise de côté. Elle tenta 2 fois de se suicider. Une fois avec des pilules, une autre fois avec un coup de feu raté. Les 2 fois, elle survécut. Il ne changea pas vraiment. Il renforça seulement son contrôle. Pourtant, Eva ne partit pas. Elle resta, à attendre. Certains disaient que c'était par amour, d'autres par habitude. Ce qui est sûr, c'est qu'elle acceptait tout. Elle n'avait voix au chapitre sur rien. Elle ne donnait pas son avis sur la politique, n'intervenait dans aucune décision. Sa fonction était d'accompagner sans déranger. Quand elle le voyait énervé, elle s'éloignait. Quand il était calme, elle réapparaissait. Elle vivait en fonction de son humeur. Hitler la récompensait avec des voyages, des vêtements et des cadeaux, mais jamais par de l'affection publique. Il ne l'enlaçait jamais en public, ne lui prenait pas la main devant les autres. Tout restait privé. Pourtant, elle l'adorait. Elle possédait des albums remplis de photos de lui. Elle écrivait des journaux où elle l'appelait « mon cher » et signait « ta petite Eva ». C'était une relation déséquilibrée, sans égalité. Quand la guerre éclata, son rôle devint encore plus invisible. Il se concentra sur la stratégie et elle fut confinée au Berghof, sa résidence dans les Alpes. Là,
Elle passait des journées entières seule, à se promener dans les jardins ou à lire des magazines. S'il l'appelait, elle accourait. Sinon, elle attendait sans poser de questions. Parfois, elle organisait des dîners, mais ne prenait jamais de décision. Le cercle proche la voyait comme un ornement. Personne ne la prenait au sérieux. Certains l'ignoraient, d'autres se moquaient. Mais elle restait fidèle. Elle ne se plaignait jamais. Quand quelqu'un demandait quel était son rôle, elle répondait qu'elle était heureuse simplement d'être proche de lui. Elle ne demandait rien de plus. Son existence tournait autour de sa présence. Hitler, de son côté, ne parlait jamais d'elle comme d'une compagne. Dans les documents officiels, elle apparaissait comme « amie ». Dans ses discours, il ne la mentionnait jamais. Parfois, quand un invité posait une question sur elle, il faisait un geste vague. Il ne donnait jamais d'explication. Il maintenait l'image d'un homme célibataire, entièrement dévoué à l'Allemagne. Quand la guerre tourna mal, elle insista pour être avec lui à Berlin. Contre l'avis de tous, elle se rendit à la chancellerie. Ils s'enfermèrent dans le bunker. Là, pendant les derniers jours, ils se comportèrent comme un couple. Ils partageaient une chambre, prenaient leurs repas ensemble et se promenaient dans les couloirs comme si rien ne se passait dehors. Ce fut la seule fois où ils se montrèrent comme plus que de simples connaissances. Le 29 avril 1945, ils se marièrent lors d'une cérémonie privée, sans témoins officiels. Le lendemain, ils se suicidèrent ensemble. Elle prit du poison. Il se tira une balle. Ils moururent côte à côte. Ce fut la seule fois qu'ils partagèrent quelque chose publiquement, la mort. Après des années passées dans l'ombre, Eva apparut dans les rapports comme l'épouse de Hitler. Bien plus tard, certains tentèrent d'analyser cette relation. Ils dirent que c'était un mélange de contrôle, de soumission et de dépendance, qu'elle accepta tout pour rester près de lui, qu'il la maintint dans l'ombre pour préserver son image. Mais rien de tout cela ne changeait l'essentiel. Ils vécurent ensemble sans jamais être un vrai couple. Elle fut la figure décorative qu'il voulut façonner. Elle ne se rebella jamais. Elle ne demanda jamais plus. Ainsi se termina l'histoire d'Eva Braun. Une femme qui attendit, obéit et disparut avec lui, simplement comme un élément du décor qu'il choisit de conserver jusqu'à la fin. Goebbels, addiction sexuelle, pouvoir médiatique et drame intime. Avant d'être la voix du régime, Joseph Goebbels vivait déjà prisonnier de ses drames personnels. Depuis sa jeunesse, il écrivait sans relâche sur des femmes qui l'ignoraient ou le quittaient. Lettres, journaux, phrases désespérées. Il ne se contentait pas de rêver, il voulait les posséder. Lorsqu'il obtint le pouvoir, ce besoin déborda. Il passa des poèmes aux conquêtes, de la nostalgie à la possession. Dès qu'il prit ses fonctions de ministre de la propagande, il utilisa son poste pour approcher actrices, secrétaires et chanteuses. Il avait accès aux studios, aux maisons de production, au théâtre. Si une femme lui plaisait, il la faisait convoquer. Certaines acceptaient par peur, d'autres pour faire avancer leur carrière. Avec toutes, le même schéma, il les séduisait rapidement, les contrôlait, puis les rejetait. Son épouse Magda savait ce qui se passait. Au début, elle fermait les yeux. Ensuite, elle commença à souffrir en silence. Parfois, elle pleurait, parfois ils se disputaient, mais elle ne le quitta jamais. Elle aussi avait une image à préserver. Ils formaient le couple idéal du Reich. Sur les photos, ils souriaient, entourés de leurs enfants. À la maison, c'était tout autre chose. Goebbels notait tout, chaque aventure, chaque rencontre, chaque rejet. Il remplissait des pages de descriptions détaillées. Il nommait les femmes, racontait ce qu'elles faisaient, comment elles le faisaient. C'était presque compulsif. Il ne pouvait pas s'arrêter. Il avait besoin de consigner tout, comme si cela validait son vécu. Il utilisait aussi ses récits pour flatter son ego. Il se sentait puissant, désiré. L'une de ses maîtresses les plus connues fut l'actrice tchèque Lida Barova. Leur relation fut longue, intense et très conflictuelle. Magda le découvrit. Hitler aussi. Ce fut l'un des rares cas où le Führer intervint lui-même. Il exigea de Goebbels qu'il rompe tout contact. L'actrice fut expulsée d'Allemagne. Il fit un scandale, pleura, supplia. Mais il obéit. Après cela, sa relation avec Magda ne fut plus jamais la même. Elle le tolérait, mais ne le respectait plus. Ils dormaient dans des chambres séparées. Ils n'apparaissaient ensemble que lorsque c'était nécessaire. Pourtant, ils continuaient à avoir des enfants. C'était comme s'ils utilisaient la famille pour sauver les apparences.
En réalité, chacun vivait dans son propre monde. Goebbels ne s'arrêta pas. Il continua avec d'autres femmes. Toujours selon le même schéma. Rapprochement rapide, intensité émotionnelle, contrôle total. Si l'une d'elles s'éloignait, il la poursuivait. Si elle refusait, il la faisait disparaître de son entourage. Dans son esprit, toutes faisaient partie d'un plan qu'il était seul à comprendre. Il ne distinguait pas le désir de l'affection. Tout était un mélange d'impulsions et de besoins. Sur le plan émotionnel, il était instable. Il passait de l'euphorie à la dépression. Un jour, il se sentait invincible. Le lendemain, il écrivait qu'il ne valait rien. Il faisait des crises de jalousie, même lorsqu'il n'était plus en relation avec la femme concernée. Il s'obsédait pour des détails, des gestes, des phrases qu'il croyait porteurs de sens cachés. Il ne faisait confiance à personne, même pas à celles qui disaient l'aimer. Dans ses discours, il parlait de morale, de famille, de valeurs. Mais sa vie était à l'opposé. Beaucoup dans le parti le savaient, mais personne n'osait rien dire. Il était l'homme de confiance de Hitler, celui qui contrôlait la presse, la radio, le cinéma, celui qui pouvait ruiner une carrière d'un seul mot. Il avait trop de pouvoir. Sa relation avec Hitler était aussi étrange. Il l'admirait, l'imitait, en dépendait. Mais en même temps, il voulait être comme lui. Il compensait ses insécurités par une adulation constante. En public, il ne s'en séparait pas. En privé, il notait chaque mot qu'il prononçait. Il le voyait comme un modèle, mais aussi comme un rival inatteignable. Avec Magda, la situation devint plus froide avec le temps. Elle se réfugia dans ses enfants, lui, dans ses maîtresses. Mais ils restaient ensemble. Ils savaient que se séparer était impossible. Hitler ne l'aurait pas permis, et leur image publique devait être maintenue. Lorsque la guerre s'intensifia et que les choses empirèrent, leur monde personnel s'effondra aussi. Dans les derniers mois du régime, Goebbels écrivit avec désespoir. Il parlait de fidélité, de mort, de refus de la reddition. Il devint plus radical, plus violent. Magda, en silence, le suivait. Elle savait que la fin était proche. Il n'y avait pas d'issue. En avril 1945, ils se réfugièrent dans le bunker de Berlin avec leurs enfants. Là, durant les derniers jours, il montra un autre visage. Il n'était plus le séducteur, ni le propagandiste. Il était un homme vaincu, enfermé, sans échappatoire. Magda décida qu'elle ne laisserait pas ses enfants vivre dans un monde sans nazisme. Ensemble, ils planifièrent leur mort. Ils leur donnèrent du poison, puis elle et lui se suicidèrent. Il laissa des lettres, des notes, des documents. Jusqu'au dernier moment, il voulut tout consigner. Joseph Goebbels vécut entre le pouvoir et le besoin d'être aimé, entre l'image qu'il vendait et la vie qu'il menait. Il utilisa les femmes comme refuge, comme trophée, comme symbole. Il ne comprit jamais l'amour comme une expérience partagée. Pour lui, tout était contrôle, tout était domination. Et à la fin, comme son chef, il choisit de disparaître plutôt que de perdre le contrôle de son histoire. Göring, excès, spectacle privé et double morale. Göring aimait attirer l'attention, pas seulement lors des cérémonies officielles, mais aussi chez lui, dans ses vêtements, dans chacun de ses gestes. Il était excessif, théâtral, et il ne s'en cachait pas. Entouré de luxe, de tenues éclatantes et d'une consommation quotidienne de morphine, il évoluait entre caprice, jeu de pouvoir et une sexualité mêlant froideur et mise en scène. Il ne cherchait pas le plaisir, mais le décor. Depuis sa jeunesse, Göring montrait une personnalité grandiloquente. Il aimait s'habiller de manière voyante, s'entourer d'objets précieux et se comporter comme une vedette. Il n'était pas rare de le voir porter des capes brodées, des parfums intenses et des accessoires conçus uniquement pour attirer les regards. À cela s'ajoutait une forte addiction à la morphine, commencée pour raison médicale après une blessure de guerre, mais rapidement devenue un besoin quotidien. Cette addiction affectait tout dans sa vie, y compris son comportement intime. Les témoignages de proches indiquent que, sous l'effet de la drogue, il perdait toute retenue. Il parlait sans arrêt, faisait des allusions déplacées et se laissait aller à des fantasmes proches du ridicule. Bien qu'il se présentât en public comme un homme marié, en privé, il se comportait comme s'il n'avait aucune limite. Sa relation avec son épouse, Amy Sonman, était plus décorative que réelle. Elle était là pour les caméras, pour les apparitions officielles. À la maison, ils vivaient presque comme des étrangers. Göring l'utilisait comme un élément de sa mise en scène personnelle.
Toute l'attention était centrée sur lui-même, son image, sa manière de se montrer. Certaines sources mentionnent qu'il avait des relations occasionnelles avec d'autres femmes, mais toujours selon ses règles. Rencontres brèves, sans affection, sans lien réel. Dans les cercles internes du parti, on se moquait de sa manière d'agir. On le surnommait la Dame du Reich, en raison de sa gestuelle et de sa voix efféminée. Personne ne l'affrontait directement, mais beaucoup voyaient son comportement comme exagéré. Certaines nuits, il organisait des dîners où il apparaissait vêtu de costumes inhabituels, presque comme s'il jouait dans une pièce de théâtre. Il aimait être au centre, être regardé, surprendre. Pour lui, tout était spectacle. Sexuellement, il était dominant, mais sans implication émotionnelle. Il ne montrait aucun intérêt pour une véritable intimité. Il cherchait seulement à affirmer son pouvoir. Parfois, disait-on, il engageait des femmes pour qu'elles jouent des scènes qu'il dirigeait depuis un fauteuil, sans les toucher. Ce n'était pas une relation, c'était une représentation. Les effets de la morphine provoquaient aussi des sautes d'humeur brutales. Il passait de l'euphorie à l'agressivité en quelques minutes. Des assistants personnels racontaient qu'il pouvait être charmant lors d'un dîner et, quelques heures plus tard, insulter tout le monde sans raison. Cette instabilité se retrouvait également dans son comportement sexuel. Parfois, il semblait dénué de tout désir. D'autres fois, il exigeait une attention immédiate, peu importe le contexte. La presse étrangère saisit bien cette dualité. En public, il était le grand maréchal de l'air. En privé, il ressemblait davantage à un acteur sur le déclin. Pendant les années fastes du régime, il utilisait son image comme un bouclier. Alors que les autres dirigeants affichaient à froideur ou fanatisme, Göring choisissait l'extravagance. Mais derrière cette façade se cachait un vide profond, une déconnexion totale avec toute forme de lien réel. On sait qu'il accumulait des objets liés à l'histoire de l'art, souvent volés. Mais il possédait aussi une collection de déguisements, de parfums, de capes, de perruques. C'était comme s'il avait besoin de changer de personnage en permanence. Certains témoins l'ont vu se promener chez lui habillé en empereur romain, saluant des domestiques qui ne savaient pas s'ils devaient rire ou se taire. D'autres l'ont entendu parler seul, répétant des discours devant un miroir. Son monde était une scène. Sur le plan sexuel, on ne lui a jamais connu de partenaire stable en dehors de son épouse. Il n'existe pas de preuves claires de relations homosexuelles, bien que sa manière de s'habiller et de parler ait souvent suscité des commentaires. Il ne répondait jamais. Il ignorait les rumeurs, comme si elles ne comptèrent pas. Une seule chose semblait vraiment compter pour lui, que personne ne l'oublie. Au cours des dernières années du Troisième Reich, son comportement devint plus erratique. Il passait des journées enfermé, drogué, parlant de grandeur pendant que le pays s'écroulait. Lorsque le régime tomba, il tenta de fuir, mais fut capturé. À Nuremberg, pendant les procès, il essaya encore de se montrer comme un grand dirigeant. Il se coiffait soigneusement, portait du parfum, faisait des discours avec emphase, mais plus personne ne le prenait au sérieux. Il fut condamné à mort, mais se suicida avant son exécution. Il ingéra une capsule de cyanure qu'il avait dissimulée. Jusqu'au bout, il voulut garder le contrôle. Il refusa que d'autres le tuent. Il voulut choisir sa dernière scène. Et ainsi, il mourut, seul, vêtu de son uniforme, comme si le théâtre ne s'arrêtait jamais. L'histoire de Göring n'est pas seulement celle d'un politicien corrompu ou d'un militaire drogué. C'est aussi celle d'un homme prisonnier de son propre spectacle. Sa vie sexuelle, ses addictions, sa manière de traiter les autres, tout tournait autour d'un besoin. Être admiré, être craint, être le protagoniste. Il ne voulut jamais être humain. Il voulut être un personnage. Et il le resta jusqu'à la fin. Bormann, le marionnettiste invisible du pouvoir et du lit. Bormann n'avait pas besoin d'apparaître devant les caméras pour que tout passe par lui. Avec un carnet et quelques noms, il décidait qui avait accès à Hitler, ce qui se disait et ce qui devait rester secret. Il ne faisait pas de discours, n'écrivait pas de livres. Il dirigeait le parti depuis les bureaux, les couloirs, les silences. Cette façon d'agir marqua aussi sa vie privée, sans bruit, sans scène, sans témoin. Contrairement à d'autres dirigeants nazis, Bormann ne recherchait pas la célébrité. Il préférait l'anonymat. Mais ce profil bas dissimulait un comportement sexuel fondé sur le contrôle et la manipulation. Selon des personnes qui l'ont bien connu, il utilisait son pouvoir pour approcher des femmes issues de l'entourage politique. Il ne s'exposait pas, mais agissait depuis son bureau, grâce à son influence. Il était marié à Gerda Buck, fille d'un dignitaire nazi.
Ensemble, ils eurent plusieurs enfants. Mais la vie de famille n'était qu'un symbole. Il la tenait à l'écart de tout ce qui concernait le parti. Dans les cercles internes, beaucoup savaient que Bormann entretenait des relations parallèles. Les femmes ne parlaient pas. Il choisissait, imposait, puis disparaissait. Sa position lui donnait un accès total au réseau de secrétaires, d'assistantes, d'épouses d'officiers. Il n'avait besoin de rien demander. Une simple convocation, une suggestion suffisait. Et les conséquences étaient claires. Celles qui refusaient perdaient leur poste ou étaient mutées. Celles qui acceptaient se retrouvaient piégées dans une relation inégale, sans possibilité de protester. Il n'y avait ni romantisme, ni tendresse. Il était direct, fuyant, froid. Il avait des horaires, des instructions, des règles. Certaines de ces relations étaient presque mécaniques. Ce qu'il cherchait, ce n'était pas l'intimité, mais la confirmation de son pouvoir. Le désir de l'autre ne l'intéressait pas. Ce qui comptait, c'était le silence. Il utilisait des maisons situées hors de Berlin pour ses rencontres, des propriétés gérées par le parti, où personne ne posait de questions. Parfois, il était accompagné d'un assistant. D'autres fois, il arrivait seul, toujours en secret, toujours la nuit. Il ne voyait jamais la même femme trop souvent. Il ne voulait aucun lien. Magda Goebbels, épouse du ministre de la Propagande, fut une figure avec laquelle il entretenait un contact fréquent. Bien qu'il n'existe aucune preuve d'une relation intime, on sait qu'ils échangèrent des messages et que Bormann tentait de contrôler certains aspects de sa vie personnelle. Il n'était pas rare qu'il donne des instructions sur sa tenue, ses apparitions, voire ses visites à Hitler. Les rapports diffusés après la guerre suggèrent que Bormann tenait une liste de femmes disponibles, classées selon leur rang, leur loyauté et leur utilité politique. Ce n'était pas un bordel, c'était un système interne de faveur où l'obéissance était la seule garantie de stabilité. Certaines femmes le décrivèrent comme un fantôme. Il arrivait, ordonnait, repartait. Au cours des dernières années du régime, alors que Hitler n'était plus en état de gouverner, Bormann prit encore plus de pouvoir. Cela se refléta aussi dans sa vie privée. Il ne se cachait plus autant. Il utilisait les ressources de l'État pour contrôler sa vie personnelle. Chauffeur, garde du corps, propriété. Les soldats affectés à la surveillance savaient qu'ils ne devaient ni regarder, ni parler, ni poser de questions. Les femmes qui entraient et sortaient ne laissaient aucune trace. Certaines étaient des épouses d'officiers au front, d'autres de jeunes fonctionnaires nouvellement arrivés à Berlin. Elles n'étaient plus jamais mentionnées. Après la chute de Berlin, Bormann disparut. On déclara qu'il était mort en tentant de fuir. D'autres affirmèrent qu'il vécut caché pendant des années. Son corps ne fut retrouvé que bien plus tard. Mais ce qui est certain, c'est que jusqu'au bout, il contrôla tout depuis l'ombre, sans laisser de témoins. Le cas de Bormann révèle une autre face du pouvoir nazi, celle qui ne crie pas, ne défile pas, ne s'exhibe pas, mais qui contrôle, manipule et détruit tout autant. Sa vie sexuelle, comme sa vie politique, reposait sur le silence, la peur, l'imposition. Il n'avait pas besoin de crier, il suffisait qu'il soit là, avec un ordre écrit, un appel. Il fut l'un des rares à ne jamais rechercher la célébrité, mais aussi l'un des plus redoutés. Et beaucoup des femmes qui croisèrent sa route se souvinrent de lui non pas pour ce qu'il disait, mais pour ce qu'il faisait sans parler. Le sexe, pour lui, était une autre manière de prouver qu'il commandait. Himmler, fanatisme, pureté raciale et célibat militant. Heinrich Himmler n'était pas comme les autres membres du cercle rapproché de Hitler. Tandis que beaucoup utilisaient leur pouvoir pour s'entourer de luxe, de femmes et d'excès, lui vivait avec une discipline glaciale. Depuis sa jeunesse, il parlait de pureté, de devoir, d'autocontrôle. Il ne buvait pas d'alcool, ne fumait pas, et affirmait que le sexe ne devait avoir qu'un seul but, la reproduction. Ce n'était pas une posture, c'était son mode de vie. Il voyait le corps humain comme un outil politique. Il croyait que les Allemands avaient le devoir de se reproduire uniquement avec des personnes qu'ils considéraient comme aptes. Aucun plaisir, aucune émotion. Tout devait être sous contrôle. C'est ainsi qu'il mit en œuvre l'un des projets les plus sinistres du régime, Lebensborn. Un programme destiné à permettre à des femmes racialement pures d'avoir des enfants d'officiers SS sans qu'un mariage soit nécessaire. Le système Lebensborn disposait de cliniques spéciales. Les femmes y étaient sélectionnées, évaluées, et si elles passèrent les filtres, elles étaient fécondées par des soldats choisis.
Ensuite, ses enfants étaient élevés comme futurs membres du régime. À de nombreuses mères, on arrachait leurs bébés. C'était un plan pour fabriquer des Allemands sur mesure. Himmler le considérait comme un devoir patriotique. En parallèle, il méprisait toute autre forme de sexualité. Il ne tolérait pas l'homosexualité, qu'il voyait comme une menace pour la natalité. Il n'acceptait pas non plus les relations impropres selon ses critères raciaux. Sa vision était si rigide que même sa propre relation de couple ressemblait davantage à une alliance idéologique qu'à un lien affectif. Il vivait séparé de son épouse la plupart du temps, et avec sa maîtresse, il entretenait une relation cadrée, contrôlée. Himmler s'entourait de symboles, rituels, uniformes, formules répétées. Tout était orienté vers l'ordre et l'obéissance. Dans cet environnement, la sexualité libre n'avait pas sa place. Il prônait la chasteté avant le mariage et la fidélité absolue ensuite. Il savait que beaucoup ne le suivaient pas, mais il persistait. Il envoyait des inspections, contrôlait la morale de ses hommes. Les rapports internes le décrivaient comme sec, incapable d'exprimer de l'affection. Lors des réunions, il se concentrait sur les chiffres, les statistiques, les rapports. Quand il parlait des femmes, c'était en termes biologiques, fertilité, propreté, race. Il ne montrait aucun intérêt pour la beauté ou le désir. Seule comptait la fonction reproductive. Son obsession pour la pureté atteignit des extrêmes absurdes. Il voulait que les membres de la SS fournissent des rapports sur leurs relations. Il examinait les antécédents des fiancées, voire des épouses. Si quelque chose ne correspondait pas à ces critères, il bloquait les mariages. Beaucoup d'officiers étaient frustrés, mais personne n'osait désobéir. Malgré tout ce contrôle, il eut une liaison avec sa secrétaire, mais même cette relation était soumise aux règles qu'il imposait aux autres. Elle devait être discrète, loyale, sans exigence. Ils eurent une fille qu'il reconnut sans jamais lui accorder de place publique. Pour Himmler, les sentiments étaient secondaires. Ce qui comptait, c'était l'image d'ordre. Pendant la guerre, il supervisa des camps où des femmes étaient forcées d'enfanter, d'autres stérilisées, et beaucoup assassinées pour ne pas répondre à ses standards. Tout cela faisait partie de son idée d'ingénierie sociale. Dans sa logique, les corps étaient des pièces à utiliser ou à éliminer selon un objectif politique. Il créa des maisons spéciales où des prisonnières étaient contraintes d'avoir des rapports sexuels avec des soldats comme récompense pour leur service. Même ces pratiques étaient strictement organisées. Les femmes étaient examinées, classées, et si elles ne répondaient pas aux critères, elles étaient retirées du programme. Tout cela sous la direction de Himmler. Sur le plan personnel, il était réservé, presque glacial. Il n'exprimait jamais d'émotion en public. Aucune marque d'affection spontanée n'était connue, ni avec son épouse, ni avec sa maîtresse. Avec ses enfants, il restait distant. Il les voyait comme une extension de son devoir familial, non comme une source d'amour. Il leur écrivait des lettres où il parlait plus de valeurs que de sentiments. Ses journaux montrent une obsession du contrôle. Chaque geste était planifié. Il notait les détails de ses réunions, des inspections, même les dossiers médicaux de ses subordonnés. Dans tout ce qu'il écrivait, presque aucune référence aux émotions. Seulement des devoirs, des erreurs, des corrections. Quand le régime s'effondra, il tenta de négocier avec les Alliés, comme si son rôle pouvait être justifié. Il fut arrêté déguisé, en train de fuir. Lorsqu'il fut identifié, il se suicida avec une capsule de cyanure. Il ne laissa aucune note personnelle. Il ne fit ses adieux à personne. Il mourut comme il avait vécu, sans rien montrer d'autre que le devoir. Himmler avait construit un monde où le sexe n'était pas une expérience, mais une fonction. Un outil pour façonner la société. Sa manière de vivre reflétait son idéologie, ordre, contrôle, froideur. Il n'y eut aucune place pour le désir, le plaisir ou l'amour, seulement pour les règles, les chiffres et l'obéissance. Il fut l'un des cerveaux les plus méthodiques du régime. Et sa vision du corps humain comme objet politique a laissé des cicatrices encore étudiées avec effroi aujourd'hui. Dans son monde, l'intimité était dangereuse. Alors il l'élimina de sa vie et de celle de millions d'autres. Röhm, désir masculin et violence dans les SA. Dans les premières années du parti nazi, Ernst Röhm dirigeait déjà. Il n'avait pas besoin de se cacher ni de peser ses mots. Il disait ce qu'il pensait, faisait ce qu'il voulait, et tout le monde le savait. Il était attiré par les hommes et ne le cachait pas.
Dans un mouvement qui exigeait pureté et discipline, son attitude sortait du cadre. Mais loin de le rejeter, beaucoup le suivaient pour sa force, sa capacité à imposer l'ordre et sa manière directe de construire le pouvoir. Il fut l'un des premiers soutiens de Hitler, bien avant que le parti ne décolle. Il lui apporta des contacts, des armes, des hommes. Il fonda les SA, une organisation qui ressemblait au départ à un groupe de choc, mais qui devint rapidement une immense machine. À l'intérieur, Röhm imposa son style. Hiérarchie stricte, discipline de rue, loyauté absolue. Tout tournait autour de lui. Dans les SA, l'environnement était entièrement masculin. Il n'y avait pas de place pour les femmes. Les réunions, entraînements et fêtes se faisaient entre hommes. Röhm ne se contentait pas de préférer cela, il l'exigeait. Son cercle rapproché comptait de jeunes hommes, forts, soumis. Beaucoup étaient sélectionnés directement par lui. On disait que certains obtenaient des promotions ou des faveurs en échange de faveurs sexuelles, bien qu'aucune trace écrite ne l'atteste. C'était un système tacite, accepté de tous. Röhm possédait un appartement où il organisait des dîners privés. Il y invitait des officiers des SA, surtout les plus jeunes. Les réunions commençaient formelles, mais finissaient avec de l'alcool, des plaisanteries lourdes et des attouchements sans retenue. Certains acceptaient pour gravir les échelons, d'autres par fidélité. Personne ne remettait cela en question. Ceux qui ne voulaient pas participer n'étaient tout simplement pas conviés. La vie privée de Röhm était connue dans le parti. Hitler le savait aussi. Malgré cela, il resta pendant des années l'un de ses hommes de confiance. Hitler le qualifiait de soldat loyal, sans double discours. Avec lui, tout était clair. Lorsque la presse attaqua Röhm pour sa sexualité, Hitler le défendit publiquement. Il affirma que sa vie privée importait peu tant qu'il était fidèle. Röhm, de son côté, était direct avec Hitler. Il ne le traitait pas comme un dieu, comme le faisaient les autres. Il lui parlait d'égal à égal. Parfois, il l'interrompait en réunion, le défiait. Cette relation particulière lui donnait du pouvoir, mais elle générait aussi des tensions. Certains voulaient le voir écarté. Ils le voyaient comme une menace. Il savait que son style brut et ses scandales pouvaient ternir l'image du parti. Avec le temps, Röhm commença à parler de réformer l'armée. Il voulait fusionner l'armée avec les SA sous son commandement. Cela alarma les généraux. Hitler aussi s'inquiéta. Bien qu'il prétendît toujours lui faire confiance, il n'était plus sûr de pouvoir le contrôler. Röhm avait sous ses ordres plus de 2 millions d'hommes, beaucoup prêts à tout pour lui. En privé, Hitler prit ses distances. Il maintenait une relation formelle, mais ne le consultait plus systématiquement. En public, il continuait à le flatter, mais en coulisses, il agissait pour freiner sa progression. Lorsque des cadres du parti l'avertirent que Röhm préparait peut-être un coup interne, Hitler ne réagit pas. Il attendit. Il voulait agir en ayant tout prévu. L'occasion arriva en juin 1934. Avec le soutien de Himmler, Göring et d'autres hauts responsables, Hitler ordonna une purge. Ce fut la nuit des longs couteaux. Plusieurs chefs des SA furent arrêtés. Röhm fut appréhendé dans un hôtel sans résister. Il fut emmené dans une prison militaire. Là, on lui proposa de se suicider. Il refusa. 2 officiers furent alors envoyés pour l'exécuter. Sa mort fut annoncée comme une trahison. On prétendit qu'il préparait un coup d'État contre le Führer. La vérité ne fut jamais investiguée. Hitler contrôla le récit. Il affirma avoir agi dans l'intérêt de l'Allemagne. La plupart le crurent. Les autres gardèrent le silence. Ainsi se termina la carrière de l'un des rares hommes à oser lui parler d'égal à égal. Après sa mort, les SA furent progressivement démantelés. Les SS prirent le pouvoir. L'ambiance devint plus froide, plus hiérarchique. La camaraderie propre à l'époque de Röhm disparut. On effaça aussi les traces de sa vie personnelle. On élimina photos, lettres, témoignages. Le sujet devint tabou. Mais ceux qui l'avaient connu se souvenaient. Ils savaient comment il fonctionnait, comment il utilisait le sexe comme arme, comme récompense ou punition. Ils savaient que pour lui, ce n'était pas un tabou, mais une méthode pour évaluer la loyauté. Et ils savaient que sa chute ne fut pas causée par sa sexualité, mais par son ambition. Car il avait voulu être plus que Hitler. Et cela, dans ce régime, était impardonnable. Ernst Röhm fut un mélange de soldat brutal, de chef de bande et de figure paternelle pour de nombreux jeunes perdus. Pour certains, il fut un mentor. Pour d'autres, un abuseur. Pour Hitler, il fut utile, jusqu'à ce qu'il cesse de l'être.
Son histoire montre comment pouvoir et désir peuvent se mêler sans règles, sans pudeur et sans limite, jusqu'à ce que quelqu'un décide qu'il est temps d'effacer toute trace. Ainsi s'acheva la vie de l'homme qui fit des SA une force redoutée, par une balle, dans une cellule, seul, sans procès, sans défense. Comme tant d'autres en cette époque, comme tant d'autres qui crurent que le pouvoir les protégeait de tout. Hess, abstinence, folie et mysticisme nazi. Rudolf Hess fut l'un des premiers fidèles de Hitler, mais avec le temps, sa figure devint de plus en plus étrange, de plus en plus éloignée du noyau dur du pouvoir. Bien qu'il occupât des postes importants, son monde était ailleurs. La politique pratique l'intéressait peu. Ce qui le fascinait, c'étaient les idées ésotériques, les symboles, les forces invisibles. Dans les cercles internes, on le surnommait en plaisantant Fräulein Anna. Ce surnom n'était pas gratuit. Hess avait une personnalité bien différente des autres dignitaires nazis. Il était réservé, délicat dans ses manières, obsédé par la pureté, par le corps, par les rituels de santé. Il pratiquait des exercices physiques avec une rigueur extrême, ne consommait que des aliments naturels et évitait tout ce qu'il considérait comme toxique pour l'âme. Mais le plus curieux était sa proximité avec les milieux occultistes. Dès sa jeunesse, il manifesta un intérêt pour le mysticisme. Il lisait sur l'astrologie, les énergies, les cultures anciennes. Dès les années 20, il fréquentait des groupes qui mêlaient nationalisme et spiritualité. Il pensait que l'Allemagne devait être forte non seulement militairement, mais aussi spirituellement. Pour eux, le corps était un canal, et la sexualité devait s'aligner avec des énergies supérieures. C'est dans ce contexte que Hess commença à pratiquer le naturisme comme forme de purification intérieure. Il participait à des retraites où les participants se dénudaient en groupe, faisaient des exercices respiratoires et parlèrent du corps comme d'un temple. Ces pratiques n'étaient pas perçues comme sexuelles, du moins pas directement, mais généraient une forme d'intimité ambiguë. Là, Hess se sentait libre. Plusieurs témoins évoquèrent son rejet des femmes dans son quotidien. Il n'était pas hostile, mais simplement désintéressé. Sa vie tournait autour d'autres préoccupations. Il entretenait une relation distante avec son épouse. En revanche, il passait du temps avec des hommes, partageait idées, promenades, discussions mystiques. Il aimait échanger, réfléchir au destin. Certains le trouvaient étrange, d'autres inoffensif. Mais personne ne comprenait vraiment ce qui se passait dans sa tête. Hitler lui-même l'appréciait, mais ne le prenait pas tout à fait au sérieux. Il le considérait loyal, utile, mais trop doux. Malgré tout, il le garda longtemps à ses côtés. Hess savait vulgariser des idées complexes. Il avait du charisme, savait parler. Mais ce n'était pas un homme de manœuvre politique. Et petit à petit, son influence diminua. Au fil des années 30, Hess devint de plus en plus excentrique. Il parlait de missions spirituelles, de signes cosmiques, de son rôle de guide. Certains dans son entourage pensaient qu'il souffrait de délire. D'autres disaient qu'il vivait simplement sur un autre plan. Ce qui est sûr, c'est qu'en 1941, il prit une décision qui déconcerta tout le monde. Il vola seul vers l'Écosse pour négocier la paix avec les Britanniques. Il le fit sans autorisation, sans prévenir personne. Il fut arrêté et resta emprisonné pour le reste de sa vie. Après cela, le régime le raya des registres. Son nom cessa d'être mentionné. Pour Hitler, ce fut une trahison absurde. Pour les autres, un acte insensé. Mais dans son monde intérieur, peut-être que c'était cohérent. Hess croyait avoir une mission sacrée. Il pensait pouvoir changer le cours de la guerre par un geste, que les forces de l'univers lui parlaient, et il agit en conséquence. Durant son emprisonnement, il conserva ses habitudes. Il lisait des ouvrages ésotériques, écrivait des notes sur l'âme, le corps, les énergies pures. Il n'exprima aucun remords. Il affirmait que le temps prouverait qu'il avait eu raison. Dans ses lettres, il utilisait un langage symbolique, rempli de références occultes. Il ne quitta jamais son univers. Lors du procès de Nuremberg, il ne participa pas activement. Il restait silencieux, absent. Parfois, il semblait déconnecté de tout. Il fut condamné à la prison à vie et transféré à Spandau. Il y passa plus de 40 ans. Il vivait seul, en silence, avec des routines strictes. Il se levait tôt, faisait de l'exercice, écrivait. Il parlait peu aux gardiens. Et lorsqu'il le faisait, c'était pour évoquer l'âme, l'histoire, le destin. Dans ces dernières années, il était le seul détenu de toute la prison. Il était vieux,
fragile, mais restait fidèle à ses coutumes. Il mourut en 1987, officiellement par suicide, bien que certains doutent de cette version. On le trouva pendu avec un câble électrique. Certains disaient qu'il ne voulait plus vivre, d'autres qu'on l'avait fait taire. Le mystère demeure. Ce que laissa Rudolf Hess fut une histoire marquée par l'isolement, le symbolisme, une manière très singulière de comprendre le monde. Ce ne fut ni un stratège militaire, ni un organisateur de terreur. Mais il incarna une face étrange, ésotérique du nazisme. Sa sexualité, selon ceux qui l'ont connu, n'était pas active. Elle était sublimée. Il vivait plus dans l'idée que dans l'acte. Et en ce sens, cela concordait avec sa vision. Le corps comme canal, non comme plaisir. Le surnom Fräulein Anna évoquait cette rumeur que beaucoup murmuraient, que son comportement, ses gestes, sa voix avaient quelque chose de féminin. Ce n'était pas moqueur, mais une manière de signaler la différence. Personne ne sut jamais s'il avait des relations, ni avec qui. Mais tous savaient qu'il n'était pas comme les autres. Son héritage reste en marge de l'histoire officielle. Pourtant, pour comprendre les racines occultes du régime, il faut regarder des figures comme lui. Car le nazisme ne fut pas seulement violence et guerre, ce fut aussi un mélange d'idées étranges, de symboles, de corps disciplinés. Et Hess en fut, peut-être, le représentant le plus fidèle. Kaltenbrunner, le sexe comme châtiment dans les camps. Dans les camps, le nom Kaltenbrunner se murmurait à voix basse. Il n'avait pas besoin de propagande. Sa signature suffisait à décider de torture, de transfert, d'exécution. Depuis son bureau au sein de la RSHA, il contrôlait tout. Police, renseignement, domination totale. Il était sec, direct, sans gestes inutiles. Et au-delà des rapports et des archives, il nourrissait aussi un intérêt maladif à mêler sexe et châtiment. Parfois, il ne parlait même pas. Il faisait simplement que cela arrive. Donner des ordres ne lui suffisait pas. Parfois, il voulait être présent, superviser personnellement ce qui se passait. Il visitait des camps comme Mauthausen et Sachsenhausen, et il ne le faisait pas en inspecteur bureaucratique. Il entrait dans les baraquements, déambulait parmi les corps, donnait des ordres avec mépris. Il savait qu'on le respectait par peur, et cela lui plaisait. Concernant sa vie intime, il existe des récits d'anciens prisonniers et d'officiers qui l'ont connu. Il disait qu'il montrait une obsession quasi clinique pour le contrôle absolu. Pour lui, le sexe n'était pas une recherche de plaisir, mais un outil. Plusieurs témoignages l'ont identifié en train de choisir de jeunes femmes juives pour des interrogatoires spéciaux. Lors de ces rencontres, les coups, les menaces et les abus se mêlaient à des méthodes extrêmes de domination. Ce n'était pas une pratique occasionnelle, c'était une partie de sa routine. Des médecins et infirmiers travaillant à proximité ont raconté que bien souvent, les femmes ressortaient de ces séances visiblement bouleversées, avec des signes de maltraitance. Certaines ne parlaient plus, d'autres disparaissaient ensuite. Personne dans son entourage n'osait le remettre en question. Sa position était trop élevée, et sa réputation trop sombre. En plus des abus directs, il utilisait son autorité pour permettre des abus systématiques de la part de soldats de confiance. Il choisissait les victimes, donnait carte blanche puis effaçait toute trace. Il veillait à ce que les dossiers médicaux ne reflètent rien. Les femmes survivantes restaient marquées, non seulement par les dommages physiques, mais aussi par le silence forcé. Dans les documents internes, ces actions n'apparaissaient pas. Tout était déguisé en interrogatoire nécessaire ou mesures disciplinaires. Mais les témoins étaient nombreux. Même certains collaborateurs nazis ont reconnu après la guerre que Kaltenbrunner dépassait toutes les limites. Sa vie de famille n'était qu'une façade. Il avait une épouse et des enfants, mais ils vivaient séparément. Lui préférait fréquenter des bordels, des maisons closes déguisées et des domiciles où il maintenait des femmes sous menace. Il leur offrait des vêtements, de la nourriture, des promesses, mais tout était conditionné. Si elles désobéissaient, elles finissaient dans un camp. Il avait un type, des femmes jeunes, faibles, sans protection. Il préférait qu'elles ne parlent pas allemand. Cela lui évitait d'être confronté. Celles qui se rebellaient étaient punies sans pitié. Il utilisait les gardes pour donner l'exemple devant les autres. Sa cruauté n'était pas seulement sexuelle. Elle était méthodique. Il avait besoin que tout le monde sache qu'il commandait. Dans les camps où il passait le plus de temps, des pièces spéciales étaient aménagées, avec des lits renforcés, des serrures doubles et des murs épais. Il y passait de longues périodes sans être dérangé.
Ce qui s'y passait resta scellé dans le silence. En sortant, il gardait la même froideur que toujours, comme si rien ne s'était produit. Après la chute du régime, il tenta de fuir. Il se cacha avec de faux papiers, changea de vêtements, essaya de passer inaperçu. Mais il fut capturé. Lors des interrogatoires, il nia tout. Il déclara qu'il n'était qu'un bureaucrate, qu'il n'avait rien ordonné d'illégal. Mais les témoins surgirent les uns après les autres. Et les preuves étaient trop nombreuses. À Nuremberg, il tenta de se présenter comme un homme froid, distant, qui obéissait aux ordres. Mais son passé le rattrapa. Les procureurs lurent des témoignages de femmes, des rapports médicaux, des lettres interceptées. Chaque fois que les abus étaient évoqués, il baissait les yeux. Il ne demanda jamais pardon. Il n'expliqua jamais pourquoi. Il fut condamné à mort, et jusqu'à la fin, il ne montra aucun remords. Il déclara simplement que l'histoire le jugerait. Son exécution fut rapide. Mais les cicatrices qu'il laissa furent profondes. Dans les camps où il était passé, son nom inspire encore la peur. Ernst Kaltenbrunner représenta le visage le plus brutal du pouvoir sexuel érigé en arme. Il ne cherchait ni compagnie, ni plaisir, ni tendresse. Il voulait simplement soumettre des corps, faire taire des voix, effacer des identités. Son histoire est celle d'un homme qui utilisa sa position pour détruire l'intime et qui transforma le sexe en un acte de guerre silencieuse. Les médecins du Reich, corps, science et abus systématiques. Les médecins du Troisième Reich n'étaient pas seulement des hommes en blouse blanche avec des diplômes universitaires. Beaucoup d'entre eux, derrière le discours scientifique, utilisaient leur fonction pour exercer le pouvoir, contrôler les corps et transformer la sexualité en une expérience de plus. La médecine, entre les mains de figures comme Mengele, Brandt ou Kloberg, fut aussi un champ d'abus, de cruauté et de destruction intime. À Auschwitz, Joseph Mengele devint le symbole du médecin qui ne soignait pas, mais qui choisissait qui détruire en premier. Son obsession pour les jumeaux le poussait à séparer garçons et filles, à leur administrer des substances, à effectuer des interventions sans anesthésie, à provoquer des grossesses forcées chez des femmes affaiblies uniquement pour observer les résultats. Le sexe et la reproduction n'étaient pour lui pas des aspects humains, c'étaient des variables de laboratoire. Mengele sélectionnait des femmes jeunes pour des procédures dont le seul objectif était d'observer leur souffrance physique. Il les obligeait à se déshabiller devant des groupes de médecins, prenait des notes sur leur corps, appliquait des traitements invasifs sans justification. Certaines survécurent pour en témoigner, d'autres disparurent après plusieurs jours de douleurs constantes. Karl Kloberg, pour sa part, se consacrait au développement de techniques de stérilisation. Il ne cherchait pas une véritable solution médicale. Il voulait des méthodes rapides pour empêcher les femmes jugées indésirables d'avoir des enfants. Il appliquait des substances chimiques dans l'utérus, utilisait des radiations et provoquait délibérément des infections. Les victimes souffraient d'hémorragies, d'infections graves et de douleurs intenses. Dans de nombreux cas, leur décès n'était pas enregistré. Ils ne le faisaient pas en secret. Ces expériences étaient connues de la hiérarchie du camp. Les médecins pouvaient presque tout se permettre. Ils avaient leur propre zone, leurs règles. Si une prisonnière résistait, elle était éliminée. Si elle criait, personne ne venait. Les corps étaient considérés comme remplaçables, et le sexe, un outil supplémentaire d'humiliation. Karl Brandt, médecin de Hitler, dirigeait le programme d'euthanasie, mais participait aussi à des études sur la résistance sexuelle et reproductive. Il était ordonné de soumettre des femmes atteintes de handicap physique à des situations intimes forcées, sous supervision, pour analyser leurs capacités. Parfois on utilisait des prisonniers, d'autres fois des soldats. Le but n'était pas d'obtenir une grossesse, mais une série de rapports techniques sans finalité humaine. Des avortements forcés étaient également pratiqués. Si une femme tombait enceinte et n'appartenait pas au groupe aryen, elle était éliminée ou utilisée comme objet d'observation. À beaucoup, on pratiquait des interruptions de grossesse sans anesthésie. D'autres étaient forcés d'accoucher, puis séparés de l'enfant, qui était remis ou tué selon le cas. Le programme Lebensborn fait partie de cette logique. Des femmes sélectionnées pour leurs traits étaient transférées dans des maisons spéciales pour avoir des relations avec des officiers SS et produire des enfants purs. Bien que certaines y participassent volontairement, beaucoup d'autres étaient forcées ou soumises à des pressions. Elles ne pouvaient refuser. Leur corps était considéré comme propriété de l'État.
Les médecins supervisaient tout le processus. Ils réalisaient des évaluations physiques, mesuraient des proportions, prenaient des notes. Si une femme ne répondait pas aux critères, elle était écartée. Si elle les remplissait, on lui assignait un reproducteur et elle était suivie pendant plusieurs mois. C'était une forme de violence structurée et légalisée. Dans les camps, on utilisait aussi les maladies vénériennes comme prétexte pour réaliser des tests. À des femmes en bonne santé, on introduisait des infections comme la syphilis ou la gonorrhée à des fins d'observation. Ensuite, on documentait les effets. Certaines perdèrent la vue, d'autres souffraient de graves lésions internes. Les médecins ne cherchèrent pas un remède. Ils ne faisaient que collecter des données. Si la victime mourait, on notait simplement le résultat et on passait à une autre. À Ravensbrück, beaucoup de femmes racontèrent qu'elles étaient examinées chaque semaine par des médecins qui les touchaient sans nécessité. Elles subissaient des examens gynécologiques sans protection, sans explication médicale, dans le cadre d'une routine d'humiliation systématique. Dans d'autres camps, les médecins toléraient que des soldats commettent des abus sur les prisonnières, tant que cela n'interférait pas avec les expériences. Parfois, ces actes étaient même enregistrés comme partie des études. D'autres fois, ils étaient simplement ignorés. Le silence faisait partie du système. Tous les médecins ne participaient pas directement. Certains se contentaient de signer des autorisations, mais savaient parfaitement ce qui se passait. Personne n'était étranger. Et ceux qui s'opposèrent, s'il y en eut, ne laissèrent aucune trace. Après la guerre, plusieurs furent jugés. Lors des procès de Nuremberg, l'affaire médicale fut l'une des plus marquantes. Les victimes montrèrent leurs cicatrices, racontèrent leurs histoires. Les documents, photographies et journaux médicaux révélèrent une logique cruelle où le corps humain ne valait rien. Beaucoup de ces médecins furent condamnés, d'autres s'échappèrent. Mengele réussit à fuir en Amérique du Sud. Klauberg fut arrêté mais mourut avant de purger sa peine. Brandt fut exécuté. Mais le système qu'ils avaient créé resta comme l'un des exemples les plus extrêmes de la manière dont la science peut être utilisée pour détruire. Le sexe, dans ce contexte, fut dépouillé de toute intimité. Il se transforma en outil de douleur, en technique de contrôle, en méthode de punition. Les femmes ayant subi ces pratiques restèrent marquées à vie. Certaines ne purent jamais parler. D'autres témoignèrent pour que cela ne se reproduise jamais. Les médecins nazis ne furent pas seulement des exécutants. Ils furent des abuseurs en blouse. Ils utilisèrent leur position pour détruire les corps de l'intérieur, pour supprimer ce qui ne correspondait pas, pour démontrer que même l'intime pouvait être annulé par l'idéologie. Ils ne cherchèrent pas à soigner, seulement à imposer leur contrôle total. Hitler, selon les États-Unis, les secrets sexuels du dossier OSS. Durant les dernières années de la guerre, le gouvernement des États-Unis commanda une analyse secrète sur l'esprit d'Adolf Hitler. Elle fut réalisée par le psychiatre Walter C. Langer et devint un rapport unique. Ce n'était pas de la propagande, mais une étude clinique détaillée, fondée sur des entretiens avec des personnes proches du dictateur et sur des archives publiques. Le résultat fut troublant. Langer ne se concentra pas uniquement sur le comportement politique. Il voulut comprendre ce qui se passait dans sa vie personnelle, et il découvrit des éléments difficiles à digérer. Selon les témoignages qu'il recueillit, Hitler entretenait une relation compliquée avec la sexualité. Ce n'était pas un homme à l'appétit incontrôlé, bien au contraire, il l'évitait. Mais cela ne signifiait pas qu'il y était indifférent. Au contraire, sa sexualité était réprimée, déformée et remplie d'obsessions. Le rapport signalait que Hitler montrait des signes clairs d'impuissance. Il ne s'agissait pas seulement d'un manque de désir, mais d'une incapacité physique. Certaines femmes ayant été proches de lui mentionnaient qu'il n'y avait jamais eu de contact intime réel. On parlait de scènes où il demandait à être regardé, à observer sans participer. Dans certains cas, il réclamait des comportements humiliants, dans lesquels il assumait un rôle passif et l'autre personne devait agir seule. L'une des révélations les plus controversées du document fut une prétendue fixation sur des situations extrêmes de dégradation. Une source affirmait que Hitler montrait de l'excitation en assistant à des scènes avilissantes, bien que cela ne pût être confirmé par des preuves directes. Cela fut inclus dans le rapport en raison de la récurrence du thème dans divers récits. On parlait également d'une obsession pour la mort. Pas dans le sens littéral d'entretenir des relations avec des cadavres, mais d'une attirance pathologique pour l'immobilité, la rigidité, l'absence de vie. Selon certains témoignages,
Hitler ne se sentait à l'aise qu'avec des femmes paraissant totalement soumises, presque sans énergie. Cette attraction pour l'immobilité était liée à son besoin de contrôle absolu. Le cas le plus connu fut celui de sa nièce, Jelly Robal. Son histoire, son suicide et les rumeurs qui l'entouraient étaient déjà connues. Le rapport recueillit des déclarations évoquant une relation malsaine où elle ne pouvait rien faire sans son autorisation. On disait même que Hitler l'obligeait à poser nue ou à adopter des postures inconfortables. Rien de cela ne fut documenté officiellement, mais les coïncidences entre les sources furent prises au sérieux. Un autre point clé du rapport était la manière dont Hitler utilisait le pouvoir comme substitut au sexe. Selon les analystes, ne se sentant pas capable de mener une vie intime normale, il canalisa toute son énergie dans la domination des autres. Le plaisir ne venait pas du contact physique, mais du contrôle absolu. Chaque discours, chaque ordre, chaque applaudissement était une manière de compenser ce qu'il ne pouvait avoir dans l'intimité. Les experts explorèrent aussi sa relation avec Eva Braun. En apparence, c'était un couple traditionnel. Mais en réalité, elle vivait isolée, sans contact avec le monde politique, recluse dans des pièces séparées, sans pouvoir de décision. On disait qu'Eva tenta de se suicider à plusieurs reprises. Ce qui surprenait le plus était la manière dont Hitler la gardait proche, mais en même temps à distance. Il ne partageait pas une vie intime à proprement parler. Elle était davantage une figure décorative. Le rapport suggérait que toute la relation avec Eva était montée comme une mise en scène. Quelque chose à montrer au public, mais qui, dans les faits, ne fonctionnait pas comme un lien affectif. Hitler ne voulait pas une compagne. Il voulait quelqu'un qui ne le dérange pas, qui soit disponible quand il le décidait et qui ne demande rien. Des traumatismes possibles durant l'enfance furent également analysés. On parla de sa relation avec sa mère, qu'il adorait, et avec son père, qu'il craignait. Ce mélange d'affection excessive et de peur constante aurait créé une structure psychologique instable. Certains spécialistes suggéraient que cela marqua sa manière de se lier aux femmes, dépendance totale ou rejet absolu. Il n'y avait pas de juste milieu. Même son cercle proche le décrivait comme quelqu'un qui évitait le contact physique. On ne lui connaissait ni étreinte, ni caresse, ni geste de tendresse. Il saluait de la main, gardait ses distances. En privé, il était sec, monotone. Il ne semblait animé que pendant ses discours. C'était comme s'il ne pouvait ressentir quelque chose que lorsqu'il était applaudi. Un autre point souligné dans le rapport était sa fixation sur la propreté. Hitler détestait les odeurs fortes, les fluides corporels, tout désordre physique. Cette obsession pour la propreté s'accordait avec sa vision de la race, de l'ordre, de l'uniforme. C'était aussi une manière de justifier son rejet du corps et du contact intime. Les psychiatres de l'OSS conclurent que Hitler n'était pas simplement un homme souffrant de troubles sexuels. C'était quelqu'un qui avait remplacé la vie intime par le pouvoir, que son besoin de contrôle, d'organisation, de punition, venait d'une incapacité à se relier aux autres sur un plan humain. Chaque geste, chaque décision, chaque crime était dicté par une répression profonde. Le rapport ne fut jamais publié officiellement pendant la guerre, mais des décennies plus tard, il devint essentiel pour comprendre le côté le plus obscur de sa personnalité. Il n'expliquait pas tout, mais révélait une dimension rarement montrée, celle d'un homme brisé de l'intérieur, qui cachait ses peurs derrière un uniforme et un pupitre. L'image du dictateur fort et déterminé contrastait avec le profil dressé par les analystes. Un homme incertain, incapable de maintenir des liens réels, isolé et obsédé à l'idée que personne ne découvre ce qui se passait derrière la porte de sa chambre. Cette contradiction entre le personnage public et le privé fut, selon le rapport, l'une des clés de son comportement extrême. Cette étude ne cherchait pas à l'excuser ni à l'humaniser. Elle était un outil pour comprendre comment quelqu'un avait pu conduire des millions à la mort sans remords. Et l'une des réponses se trouvait dans sa relation au corps, au désir, à la mort. Dans son monde, tout ce qui était humain était dangereux. C'est pourquoi il détruisit tout, y compris lui-même. Ce que ces hommes faisaient dans leur chambre n'était pas un détail isolé. C'était lié à leur manière de commander, de punir, de contrôler. Le sexe n'était pas un plaisir, c'était un outil. Parfois pour humilier, d'autres fois pour manipuler. Certains l'utilisaient pour dissimuler ce qu'ils ne pouvaient dire en public. D'autres le transformaient en rituel, en menace ou en récompense. Ce n'était pas un hasard, c'était une partie du système.
Des dirigeants les plus connus à ceux qui œuvraient dans l'ombre, tous laissèrent des traces. Dans des journaux, des lettres, des rapports, des témoignages. Il n'est pas nécessaire d'exagérer quoi que ce soit. L'histoire est écrite. Simplement, pendant des années, on évita de regarder cette facette, parce qu'elle montrait une autre face du pouvoir, plus sale, plus dérangeante. Aujourd'hui, il n'est plus possible de la cacher. Il est clair que la terreur nazie ne s'est pas construite seulement avec des uniformes, des défilés et des ordres militaires. Elle s'est aussi infiltrée dans les lits, dans les bureaux fermés, dans des rituels cachés. Et le plus pervers, c'est que tout cela cohabitait avec la propagande, avec l'image de l'ordre. Mais dans l'intimité, leur vrai visage n'avait pas de masque.